On peut rire et taper des mains ici aussi, hein. Allez, dernière table ronde de la journée. C'est vrai que ça fait une bonne journée. Programme dans... Vous avez assez chargé, merci. On va rester pour les intervenants qui sont là. Allez, donc on va ouvrir notre dernière table ronde de la... Suivant de la table ronde, il y aura les discours et j'espère avoir plus de succès. Merci d'être là, toujours aussi nombreux, à nous accompagner et à être hyper attentifs à tout ce qui se dit. Grande richesse des propos depuis ce matin, je suis ravie. On a, il faut dire, des castings prestigieux sur ces tables rondes et ces ateliers débat de ce matin. Je disais donc que nous allons conclure notre après-midi avec la dernière table ronde de la journée. On a identifié, donc on a mis en lumière un petit peu tous ces bouleversements qui impactent notre société. On va voir maintenant et plus concrètement de quelle manière bien tout cela, tous ces bouleversements, toutes ces mutations vont impacter vos métiers, le secteur des transports. On va parler aussi e-révolution du transport routier, puisque c'est un petit peu le terme à la mode en ce moment. Quelles nouvelles pratiques, quelles régulations aussi prévoir pour encadrer le développement de ces nouveaux modèles de transport, de ces nouveaux modèles de transport. Et puis, question cruciale qui se pose aujourd'hui, comment protéger les données? Alors on a là encore trois invités de marque sur cette dernière table ronde de l'après-midi. Michel Leclerc, avocat au barreau de Paris et de New York. On va la faire en français ou en anglais, la table ronde? En français, avec plaisir. En français, d'accord. Clémence Cottès, qui est chef du service des affaires économiques à la CNIL, la Commission nationale informatique liberté. Et puis monsieur Gilles Trouessin, qui est délégué à la protection des données personnelles, DPO, Data Protection Officer, comme disent les Américains. Avant d'ouvrir les discussions avec les invités de cette table ronde, j'aimerais qu'on regarde une vidéo, puisque le député Damien Pichereau, député de la Sarthe, devait être présent avec nous. Il n'a pas pu nous rejoindre malheureusement aujourd'hui. Il a conduit une mission sur les véhicules utilitaires légers, VUL. C'est une séquence vidéo assez courte qui fait 2 minutes sur les enjeux environnementaux que devront affronter les chefs d'entreprise du transport de demain et les réponses que le législateur commence à apporter pour inciter, pour préparer. On regarde, la régie nous envoie ça et on se retrouve tout de suite après pour discuter. Comme je l'ai dit précédemment, notre défi aujourd'hui, c'est le recrutement, c'est de combler le manque de chauffeurs dans le transport routier de marchandises. Néanmoins, on a deux enjeux qui se présentent à vous. Le premier, il est global, c'est l'environnement. Je rappelle que le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui en France et en Europe. On doit le combattre pour la planète. Les récents événements climatiques nous ont prouvé qu'il y avait urgence à agir. Urgence à agir, ne serait-ce que pour la santé de nos concitoyens, mais aussi d'ailleurs d'un point de vue économique, puisque un événement climatique, un drame climatique comme celui de l'Aude, c'est des millions, voire des milliards d'euros pour la collectivité, pour la société. Donc on doit tous agir dans le même sens. Pour cela, nous vous accompagnons. Nous avons conservé, déjà pour vous aider, l'exonération de TICPE. C'est ce que vous demandiez, nous l'avons fait. Ensuite, nous poursuivons le suramortissement pour des véhicules moins polluants. Nous mettons également en place des normes au niveau européen, cette fois, pour fixer une trajectoire pour la baisse des émissions de CO2 de vos camions, de vos poids lourds, de vos véhicules utilitaires légers également. L'Assemblée nationale, par ma voix, a également eu l'occasion d'adopter un amendement qui met en place un suramortissement sur les véhicules utilitaires légers de plus de 2,6 tonnes. C'est ainsi que vous allez pouvoir verdir vos flottes pour pouvoir aller dans les centres-villes. Vous savez que nous allons mettre en place, les collectivités d'ailleurs vont mettre en place de plus en plus de zones à faible émission, de zones à circulation restreinte, où pour y accéder, pour pouvoir faire du business, tout simplement, vous devrez avoir des véhicules plus verts. D'un côté, nous vous incitons, et de l'autre côté, effectivement, il y a une réglementation, il y a une obligation, mais nous ne vous laissons jamais sans accompagnement. Le deuxième défi, et le deuxième enjeu, c'est la concurrence. Nous en sommes conscients.
il y a une forte concurrence au niveau européen. La France a perdu de nombreuses parts de marché dans le transport international. Nous devons conserver le transport national. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire par une proposition de résolution européenne en début d'année, c'est ce que je continue à dire, et nous avons le soutien total et inconditionnel du gouvernement sur ce point. Les discussions se prolongent à Bruxelles, actuellement, d'ailleurs en fin d'année, et nous ferons tout pour protéger aujourd'hui nos transporteurs français, dans le cadre, malgré tout, du marché de libre-échange européen, mais pour que vous puissiez conserver ce transport régional, ce transport national qui est au cœur aujourd'hui de la réussite de vos entreprises. Voilà pour l'intervention du député Monsieur Pichereau. On ouvre notre table ronde. Je vous précise que dans 3 quarts d'heure, ou plus tard, on aura 2 discours de conclusion à la fois de votre présidente Aline Mesplès et puis on a l'honneur aussi d'avoir avec nous le directeur de cabinet de la ministre des Transports Marc Papinutti qu'on accueillera tout à l'heure. Allez, il nous reste 3 quarts d'heure de discussion sur une seconde table ronde tout aussi importante et intéressante que la première. J'aimerais tout d'abord accueillir Michel Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tout jeune avocat au barreau de Paris et de New York, je l'ai dit, associé du cabinet Parallèle Avocat et auteur notamment des défis juridiques du transport collaboratif de marchandises. C'est un article, pas un livre, je le précise. On est en plein dans la thématique. Vous avez également un blog, Droit du partage, qui évoque tous les sujets des transformations numériques par secteur et notamment sur les métiers du transport. Est-ce que vous pourriez nous expliquer juridiquement de quoi on parle lorsqu'on parle de révolution numérique dans le transport aujourd'hui ? Alors, selon moi, le grand symbole de la révolution numérique dans les transports, c'est la plateforme. La plateforme, c'est un mot qu'on a entendu à beaucoup de sauces dans beaucoup de domaines. Il y a la lecture médiatique de ce terme et il y a aussi la lecture juridique. La lecture médiatique, c'est que tout le monde est une plateforme, c'est que c'est devenu un discours commercial de dire qu'on est une plateforme. Donc, on peut être une plateforme en faisant simplement un logiciel, on peut être une plateforme en mettant en relation des utilisateurs, on peut être aussi une plateforme en étant un média. Facebook est une plateforme. Amazon est sur une partie de son activité une plateforme, mais vous avez aussi Blablacar qui est une plateforme. Donc derrière ces réalités extrêmement diverses, juridiquement vous avez un cadre. Et ça c'est un petit peu le premier mythe que j'aimerais démonter, c'est que les plateformes c'est pas une zone de non-droit. On est dans un secteur qui est régulé parce que depuis 2015 le législateur a pris en compte l'émergence de ces acteurs qui connectent des contenus, qui connectent des offres et des demandes, qui le font de manière diverse. Et il leur a imposé des obligations dans le code de la consommation, dans le code général des impôts et aussi sectoriellement, par exemple, dans le code des transports. Donc il est inexact de penser que lorsqu'on parle de révolution numérique, on parle de jungle ou de développement absolument incontrôlé ou incontrôlable. Au contraire, le législateur a pris cela en compte et il a fixé un cadre que certains acteurs respectent, sans doute que d'autres ne le respectent pas. Mais vous avez en tout cas un cadre juridique assez clair qui, pour ceux qui aimeraient s'y conformer, est assez balisé. À ceci, il faut apporter une nuance, c'est que là où il est balisé dans le transport de personnes, je parle des Uber, Blablacar et autres services de transport de personnes qui fonctionnent comme des plateformes, dans le transport de marchandises, la situation est beaucoup moins claire. D'une part parce que la révolution numérique a été plus avancée et elle est plus ancienne dans le secteur du transport de personnes. Aujourd'hui, elle bat son plein aussi dans le transport de marchandises, mais le législateur est évidemment en retard. Et on est aujourd'hui dans une situation où, en fait, les règles applicables aux plateformes dans le transport de marchandises ne sont pas aussi claires qu'elles le sont dans le transport de personnes. Un Uber, aujourd'hui, on entendait parler d'ubérisation tout à l'heure, sait exactement comment il doit opérer pour se conformer à la loi française. D'autres acteurs dans le secteur du transport de marchandises ont une situation bien moins claire. Et donc ça, c'est le premier message que je porte, c'est que mon avis juridique sur le code des transports, c'est qu'il est aujourd'hui dangereux à la fois pour les acteurs établis et les nouveaux acteurs parce qu'il n'appréhende pas et ne fixe pas de cadre pour les nouveaux acteurs, ce qui génère pour certains une concurrence déloyale perçue ou réelle et pour d'autres une insécurité juridique. Donc si on regarde le code des transports, on a ce statut de commissionnaire des transports qui est absolument transposable à certaines plateformes. Vous avez des exemples très, très connus et concrets. Convargo, qui est devenu Everroad, est commissionnaire de transport. Fretlink a fait le choix d'être commissionnaire de transport. Une société comme Trusk, qui permet de transporter des marchandises dans des vulles, est aussi
un commissionnaire de transport, mais il y a d'autres acteurs qui ont fait le choix, parfois par ignorance, mais aussi par connaissance du cadre, certains, de ne pas être commissionnaire de transport, parce qu'ils font les choses différemment, parce qu'ils se bornent à mettre en relation, et qu'ils ont une activité qui se borne au courtage. Ceux-là n'ont pas un cadre juridique aussi clair, et ils sont exposés à des attaques, et vous avez des contentieux qui sont en train de naître dans le secteur, qui témoignent de cette insécurité juridique que je vous exposais en premier point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une plateforme dans le transport de marchandises aujourd'hui? Alors, une plateforme, c'est avant tout, et c'est important de le dire, c'est un outil technologique. Et donc derrière les plateformes, vous avez en fait des entreprises commerciales qui ont des salariés dont la majeure partie est dédiée à développer un outil informatique. C'est des informaticiens qui codent, qui développent un produit qui permet d'agréger des données, et on viendra aux données ensuite, pour connecter un besoin et quelqu'un qui peut répondre à ce besoin. Donc vous avez des plateformes comme par exemple Cocoli, qui est une plateforme qui fait principalement du C2C, c'est-à-dire qu'elle collecte des besoins de transport et elle les connecte avec des offres de transport. Vous avez quelqu'un qui indique sur la plateforme « Je fais un Toulouse-Paris demain, j'ai de la place dans ma Renault Espace, qui a besoin que je transporte un objet si j'ai de la place ?» Si, une fois cette annonce publiée, la plateforme va la répercuter à ceux dans sa base de données qui ont indiqué avoir besoin dans les prochains jours d'un transport, disons, d'une guitare ou d'un ordinateur de Toulouse à Paris, et elle réalise la mise en relation en connectant les deux et en leur permettant d'échanger, en proposant un prix qui est fondé sur du partage de frais. L'idée, c'est que, je parle de cette plateforme particulière, c'est qu'elle ne permet pas à quelqu'un, en théorie, de gagner plus que ce que lui a coûté ce transport en transportant cet ordinateur qui appartient à une tierce personne. Après, vous avez d'autres plateformes comme Stuart, qui est plutôt dans le dernier kilomètre, qui est une plateforme qui, une fois que vous avez exprimé une demande, donc on est plutôt dans le transport à la demande, j'ai besoin de transporter un pli du Toulouse Centre à Montauban, je formule ma demande sur l'application, par un système, disons, par des tuyaux technologiques, la demande est répercutée à des personnes qui sont immatriculées comme professionnels ou comme auto-entrepreneurs sur cette plateforme, qui vont réaliser ce transport au moyen d'un véhicule qui peut être un vélo, un scooter ou alors un véhicule. Et donc ça, c'est un autre fonctionnement, c'est plutôt le service à la demande. Donc ce cas de Stuart, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble à du Uber, c'est-à-dire j'ai besoin instantanément de transporter un pli, c'est important, alors que Cocoli ressemble plutôt à un Blablacar, qui relève d'un transport pour propre compte, qui est optimisé en termes de coût pour celui qui le réalise, en chargeant la marchandise d'un autre et en percevant des revenus qui permettent de réduire le coût du trajet Toulouse-Paris que j'évoquais tout à l'heure. Alors, vous dites, Michel Leclerc, que le Code des transports est en retard et contient beaucoup de vides juridiques. C'est en quelque sorte un corpus réglementaire inadéquat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fond de votre pensée là-dessus? Alors, je dirais, je modulerai ce que vous dites en disant que c'est peut-être pas un gruyère. Il y a des règles, mais qui sont évidemment, et c'est la logique juridique qui veut ça, adaptées à quelque chose qui existait dans le passé, mais qui a du mal aujourd'hui à répondre à ce qui existe aujourd'hui. Et donc, si on regarde par exemple le statut de commissionnaire, il est bien connu, mais si je reprends mon exemple de Cocoli, qui se borne en fait à faire du bon coin ou à mettre en relation deux particuliers, sans doute que son rôle, puisqu'il se borne à connecter une offre et une demande, ne relève pas du commissionnaire de transport. En tout cas, on peut formuler des arguments dans ce sens. Ces acteurs-là n'ont pas de cadre. Ils fonctionnent de manière contractuelle, ils ont des conditions générales d'utilisation, mais le cadre juridique et les responsabilités sont en fait fixés par la plateforme elle-même, qui donc s'autorégule, mais il n'y a pas de règles applicables à ces modèles-là. Et ce vide-là, il a été identifié par le législateur, puisque vous savez tous qu'on a une loi d'orientation des mobilités en préparation. Ça faisait l'objet de ma prochaine question. Les perspectives de cette ALOM, cette grande loi des mobilités, elle répond à certains de ces vides. Alors, où le législateur veut-il nous emmener, justement? Alors, le législateur, il a conduit des assises de la mobilité il y a un an. Il a aujourd'hui sorti des projets de loi, des avant-projets de loi. On ne connaît pas exactement le calendrier législatif, mais ce qui est certain, c'est qu'il a pris en compte ces manques dans le Code des transports applicables aux marchandises, puisque si on regarde le projet de loi,
c'est l'article 16 ter, pour ceux que ça intéresse. On y voit 2 points majeurs. Un, c'est que le législateur prévoit que les opérateurs qui se bornent à mettre en relation des offreurs et des demandeurs pour transporter une marchandise et qui reposent sur du partage de frais à définir, évidemment, sont exonérés de devenir commissionnaires. Ça, je simplifie et je caricature le propos, mais c'est ça le premier pilier de la loi d'orientation des mobilités. Et le second, c'est de laisser la possibilité au gouvernement par ordonnance, un peu comme ça a été fait pour la loi travail par exemple, de redéfinir ce qu'est le commissionnaire des transports pour rapprocher la définition juridique de ce qu'est un commissionnaire de transport de ce que font d'autres, comme par exemple ce que fait Cargonex, comme ce que fait Fretlink, pour fixer un cadre juridique et des responsabilités peut-être moins lourdes pour ces acteurs-là que pour un commissionnaire classique. En tout cas, il y a la volonté du gouvernement d'adapter le code des transports à ces nouvelles réalités. Avant d'entendre Clémence Sautez pour la CNIL, un dernier mot peut-être, Monsieur Leclerc, sur la e-révolution. Quelle régulation donc prévoir pour encadrer le développement de ces nouveaux modèles de transport? Alors, dans mon activité professionnelle, j'ai une grande partie de mes clients qui sont des entreprises technologiques, et donc mon activité est dédiée à l'économie numérique. Et ce que je perçois chez nos clients, c'est qu'ils sont tous demandeurs de clarté et d'un cadre juridique clair. Et dans le transport de marchandises, on a un besoin criant de règles qui soient aussi claires et simples que ce qu'on a dans le transport de personnes. Je parle pour ces acteurs numériques parce que le Blablacar, qui est un champion français, une licorne valorisée à plus d'1 milliard d'euros, c'est évidemment une fierté, mais c'est une fierté qui, si on regarde ça d'un point de vue juridique, est due simplement au fait que le covoiturage est défini depuis en réalité 2016, dans le Code des transports. Avant ça, Blablacar opérait dans un cadre aussi incertain que certains dans le transport de marchandises aujourd'hui, et la sécurisation de son activité lui a permis de gagner en solidité, de lever des fonds et de continuer de se développer et de devenir un champion à l'échelle européenne. Sans doute que dans le transport de marchandises, on peut avoir l'ambition d'avoir un cadre plus clair pour permettre à des champions d'émerger dans toutes ces verticales différentes, parce qu'il y a plein de métiers différents pour une plateforme, pour avoir des Blablacar, mais dans le transport de marchandises. Merci beaucoup, on reviendra vers vous tout à l'heure. J'aimerais qu'on entende Clémence Sautez à présent, chef du service des affaires économiques à la CNIL étant la Commission nationale informatique et liberté. On va parler de la protection des données avec vous. Alors, plusieurs actualités sur lesquelles la CNIL intervient. Vous êtes notamment particulièrement actif sur les véhicules autonomes et connectés. Je crois qu'il y avait 3 points que vous aviez sur lesquels vous avez envie d'intervenir. Tout à fait. L'idée est vraiment de vous faire prendre conscience que finalement la donnée est partout, elle est particulièrement présente dans le secteur des transports. Pour vous donner un exemple, donc on parlait des véhicules connectés, la CNIL a déjà pu émettre un pack de conformité pour indiquer clairement aux constructeurs, aux équipementiers, aux fournisseurs de services à valeur ajoutée s'intégrant dans le véhicule, de quelle manière ils peuvent récupérer l'information, sous quelles conditions en termes de consentement, d'informations préalables, pour essayer de lever des problématiques de confiance des conducteurs lors de l'achat de nouveaux véhicules qui comportent des boîtes noires qui permettent de communiquer de plus en plus avec l'extérieur. Ça, c'est par exemple un point important. Un autre point sur lequel la CNIL est très active et qui est quand même très révélateur d'un phénomène de société, c'est la question des systèmes de transport intelligents. Ça a été abordé tout à l'heure. On est actif au niveau européen justement pour accompagner le législateur dans toutes ces initiatives et tentatives d'organisation des infrastructures pour faire qu'un véhicule connecté devienne autonome. On en est encore loin, hein. Mais typiquement, pour qu'un système soit autonome, il faut que les véhicules discutent entre eux, littéralement, et discutent avec l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure. Je le fais de manière extrêmement résumée, mais en substance, ce que ça implique du point de vue de la CNIL, c'est que votre véhicule communique des informations sur votre manière de conduire, 2, la vitesse à laquelle vous allez, 3, le nombre de passagers. Enfin, vous avez énormément d'informations qui peuvent, entre guillemets, fuiter du véhicule et qui sont grâce à des capteurs qui sont de plus en plus nombreux. C'est vraiment un élément marquant qu'on constate dans le cadre du transport de manière générale, mais qui finalement n'est pas nouveau. C'est une évolution qu'on avait déjà identifiée dans le cadre des tachygraphes,
des chronotachygraphes que tout le monde connaît. C'est une ancienne problématique qui a pu évoluer parce que le tachygraphe est devenu numérique pour des questions de sécurité routière et des questions plus globales qui se rapprochent de ressources humaines. L'idée que je veux vous faire passer ici, c'est que votre véhicule n'est plus le véhicule sans électronique, votre véhicule est devenu un ordinateur. Je vais le résumer de la manière suivante. C'est-à-dire que votre véhicule est aujourd'hui perçu par le législateur et par la CNIL comme un ordinateur ambulant. Donc tout ce qu'on a pu appliquer aux ordinateurs, à Internet, enfin toutes les problématiques qu'on a pu pointer en matière d'objets connectés, notamment récemment, et de manière générale en matière de traçabilité des informations qui passent par Internet s'applique aux véhicules et c'est vraiment la grande nouveauté. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, la donnée dans le secteur du transport comme ailleurs va servir à deux usages. Le premier usage, vous en avez forcément entendu parler. Tout à l'heure, j'écoutais la dernière table ronde, on parlait de big data, d'économie numérique, etc. On sait que la donnée personnelle est devenue l'or noir de l'économie numérique et de toute évolution en termes de progrès sur différents secteurs d'activité et notamment le secteur du transport. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans une volonté de personnalisation et une volonté d'utiliser les informations de manière à ce que les choses soient optimisées. Je peux le résumer de la manière suivante. Et également peut-être de créer de nouveaux services à valeur ajoutée. Donc une vraie tendance qu'on rencontre dans tous les secteurs, mais notamment dans le secteur du transport qui n'était pas forcément habitué à cela, c'est cette volonté de réutiliser des données qu'ils n'avaient pas avant, des données relatives aux conducteurs, relatives à la conduite, relatives à la maintenance des véhicules, afin de proposer des services à valeur ajoutée et finalement de monétiser les informations. Donc une vraie tendance, finalement, je peux la résumer de la manière suivante, c'est la monétisation des données avec la volonté de différents secteurs, et notamment du secteur du transport, de créer de nouveaux services, et finalement, cette source crée des conflits concurrentiels entre constructeurs, équipementiers, garagistes, des conflits qu'on essaye de, entre guillemets, pacifier via l'application du règlement sur la protection des données. Et une deuxième chose, une volonté aussi d'avoir de plus en plus d'informations pour permettre la mise en place de la grande promesse du véhicule autonome qui suppose un maximum d'échanges. Clémence Sautez, un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est la sécurité et le droit des personnes. Là aussi, beaucoup d'évolutions dans ce domaine. Alors, finalement, et je pense que vous allez l'expliquer très, très justement tout à l'heure, le règlement général sur la protection des données, ça n'est pas une grande nouveauté. Ce qu'il va imposer, en revanche, c'est que n'importe quelle entreprise soit en mesure de prouver que des mesures de sécurité ont été mises en place. Alors prouver, c'est-à-dire le démontrer par une documentation adaptée et finalement être en mesure de parer à différentes violations de données qu'on a pu rencontrer dans d'autres secteurs. Mais si je puis me permettre sur la question de la protection des données, dans le secteur du transport, les questions qui nous reviennent régulièrement à la CNIL ne sont pas critiques sur la question de la sécurité, à part dans le cadre des véhicules autonomes et des véhicules connectés. Parce que, de toute évidence, un défaut de sécurité dans un véhicule connecté peut avoir des impacts majeurs pour les personnes qui se trouvent dans le véhicule et son environnement. C'est un élément critique, mais ce qui revient régulièrement, c'est une chute dans la confiance des utilisateurs des véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, et c'est effectivement ce qu'on a comme retour dans les plaintes, les personnes ne sont pas conscientes ou se doutent du fait qu'elles ont une boîte noire dans leur véhicule. Et ça marche pour les particuliers comme pour les professionnels. Vraiment des plaintes qu'on a régulièrement, sans parler de la tarte à la crème de la géolocalisation, ce sont des plaintes relatives à des boîtiers électroniques embarqués qui, in fine, peuvent renvoyer des informations à des assureurs qui sont éventuellement... qui contractent directement avec l'employeur et l'employeur qui lui-même peut récupérer des informations dans un but souvent d'éducation vers une meilleure conduite, écologique également, mais toujours sans que le salarié ou la personne concernée soit réellement consciente du fait que le boîtier soit mis en route, du fait que son employeur ou l'assureur est destinataire. Et finalement, la grande difficulté qu'on va avoir face dans un contexte de transport de manière générale, c'est qu'on est face à un objet qui est multiple, qui peut comporter plusieurs capteurs, qui peut collecter une quantité invraisemblable d'informations internes au véhicule comme externes par rapport à son environnement, et autant de données qui vont intéresser une chaîne d'acteurs extrêmement diverses avec des intérêts totalement
différents, voire parfois conflictuels. Avant d'entendre Gilles Trouessin, une dernière question quand même pour vous, Clémence Sautès, sur la nouvelle loi informatique et liberté 3, parue en juin dernier, sur l'aspect juridique et théorique, quelques mots. Alors, sur l'aspect, finalement, la loi informatique et liberté 3, c'est une copie du RGPD qu'on applique directement en France. Donc finalement, il n'y a pas véritablement de nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on a un cadre réglementaire complet, ça ravira les juristes, ça n'aura pas forcément d'impact immédiat pour vos activités, clairement. Bon, ça veut dire que c'est applicable, complètement applicable en France depuis très peu, parce que le législateur a fini l'ensemble de ses devoirs et on a enfin un texte susceptible d'être codifié. Bon, mais très concrètement, ce qui va véritablement changer avec cette loi et avec le RGPD, pour vous, entreprise, c'est le principe de responsabilisation. Ça change les rapports que vous allez avoir avec la CNIL. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une déclaration à faire, ça restait un formulaire CERFA extrêmement succinct, sans précision sur la nature du traitement, donc finalement quelque chose en surface. Aujourd'hui, quand on va venir vous contrôler, parce que ça nous arrive, on va vous demander non pas la preuve que vous avez fait la déclaration, mais la preuve que vous avez documenté tous vos traitements. Donc en substance, ce qu'on va vous demander en tant que CNIL, c'est de vous organiser en interne pour avoir une visibilité extrêmement fine sur tous les traitements que vous mettez en place, qu'il s'agisse de traitements classiques de gestion RH ou de traitements qui ont plus des liens avec des questions de sécurité, parce que la vidéosurveillance, la question de la géolocalisation est quelque chose qui est récurrent, ou encore des traitements qui sont plus en lien avec des projets technologiques qui font appel à des données personnelles, parce que, une dernière chose, et j'insiste, la donnée personnelle est partout. Pour vous donner un exemple concret, les données techniques par rapport à l'usure du frein dans un véhicule, c'est une donnée personnelle. Voilà. C'est quelque chose qui a été largement débattu quand on a discuté avec les professionnels dans le cadre du PAC véhicule connecté, mais clairement c'est une donnée personnelle. Pourquoi ? Parce que l'usure du frein, elle est liée à votre manière de conduire. Et votre manière de conduire, c'est une donnée qui est reliée à vous, personne physique. Donc partant de là, cette information est susceptible de révéler énormément de choses et on la protège au même titre que vos noms et prénoms. Très intéressant. On poursuit la discussion avec Gilles Trouessin, délégué à la protection des données personnalisées. Une trentaine d'années d'expérience, trentaine d'années que vous exercez dans ce domaine de la protection des données. Expliquez-nous, Monsieur Trouessin, en quoi consiste ce RGPD, ce règlement général sur la protection des données personnelles, et puis surtout en quoi est-ce que cela peut être vu comme une contrainte ou à l'inverse comme une opportunité ? Je vais aller dans le sens de ce qui a été dit par Madame Scotès de la CNIL. Pour être un petit peu dans le domaine depuis plus de 30 ans, j'estime qu'il y a 80 ou 85% du RGPD qui existe déjà depuis 10, 20, 30, 40 ans. La loi informatique et liberté 1 date du 6 janvier 1978. Effectivement, la grande nouveauté, c'est qu'il y a une sorte de rééquilibrage entre ce qu'on appelle le responsable des traitements et les entités qui vont opérer informatiquement les traitements, les sous-traitants. Les termes anglais sont plus parlants. Le responsable des traitements dans la version anglaise du RGPD, donc des fois certains font du style en disant GDPR, c'est le controller. C'est-à-dire que les données à caractère personnel doivent être traitées sous contrôle du responsable des traitements, d'où la notion de responsabilité. Et il y a un rééquilibrage parce qu'avant, le sous-traitant, qu'on appelle le processor, celui qui traite les données, avait un peu moins de responsabilité. Il y a une sorte de fausse symétrie qui s'est instaurée grâce au RGPD, à travers surtout la prise de responsabilité des personnes qui font traiter les données personnelles pour leur compte, le responsable des traitements, l'employeur du point de vue RH, le chef des services de transport pour des entreprises de transport. C'est sous la responsabilité du responsable de traitement, ça fait pléonasme, mais c'est comme ça, c'est sous la responsabilité des responsables de traitement que les données à caractère personnel qui peuvent être traitées, côté RH, côté client, côté fournisseur, côté collaborateur, côté salarié, c'est sous la responsabilité du responsable de traitement qu'on doit respecter ce que j'appelle la version électronique de la personne. Et il se trouve que par rapport à la table ronde de tout à l'heure, M. Rémi Oudguiri a mentionné 4 mots-clés successifs qu'on retrouve dans le RGPD. L'impatience, c'est, si on peut le voir sur la planche que j'ai préparée, l'impatience, moi je la relie à la notion de disponibilité. Le schéma que je vous présente et que j'ai négocié pour avoir le droit de vous présenter, parce que ce n'était pas prévu, c'est les 3 formes de sécurité que j'appelle
la rouge, la verte, la bleue. La rouge, c'est la sécurité informatique, la cybersécurité comme on dit actuellement. Il y a une des propriétés qui s'appelle la disponibilité. On est de plus en plus impatient. Quand je fais des audits, tous les métiers d'une entreprise considèrent que au-delà d'une heure, leur métier est en péril parce que les systèmes ne sont pas disponibles, accessibles. Alors qu'il y a certains métiers qui n'ont pas besoin d'être dans du temps réel. Donc, impatience, disponibilité. Le respect, c'est la bulle verte. Le respect de la personne concernée, les salariés, les collaborateurs, les clients, les patients du médecin, les personnes prises en charge dans le monde social, les personnes concernées, on leur doit un respect de la personne physique et aussi un respect de la version électronique de la personne physique. C'est ce qu'apporte le RGPD. Et après, la troisième sécurité bleue, elle vous concerne peut-être un peu moins, quoique avec les débats qu'on vient d'avoir, c'est la sécurité au sens innocuité, ne pas tuer des gens. Et il se trouve qu'en français, on peut les appeler inversement sécurité, sûreté, souveraineté. En anglais, ils ont encore une fois 3 termes distincts. La sécurité, c'est la security. La sûreté, c'est la safety, ne pas tuer des gens. Dans le monde médical, par exemple, on peut prendre la main à distance sur des dispositifs au pied du lit de malade et on peut, grâce ou à cause, ça dépend de l'informatique, tuer des gens. C'est ce que j'appelle l'informatique nosocomiale. Et la verte, c'est la privacy, la protection de la vie privée électronique. Et donc ces 3 sécurités-là, security, safety, privacy, cohabitent, puisque ça intersecte, mais sont parfois antagonistes. Et c'est là où on peut passer sur une planche un peu moins sérieuse, avec un petit clin d'œil. C'est que parfois on déshabille Paul pour habiller Pierre, donc on déshabille la maison privacy pour se forger une barricade de security. Et un autre clin d'œil que je voulais vous faire, c'est que sous cet angle-là de la e-révolution, on a parlé du e-département, du département électronique, maintenant on parle du e-transport. Peut-être que vous pourriez rebaptiser votre organisme, mais où doit-on traiter tous les risques qui sont issus de la e-révolution, au RTE? Quelques mots, Gilles Trouessin, sur la protection des données au sens de la CNIL, à caractère personnel, et puis plus généralement sur la protection ou sécurité des informations d'une manière plus générale, celle qui touche vraiment les entreprises. Moi, personnellement, quand je fais des analyses de risque, c'est pas nouveau. J'intègre le risque financier, le risque RH, etc. Il se trouve qu'on peut s'en contenter. Le RGPD, c'est quelque chose qui est très à la mode et qui permet de faire passer ces messages-là, mais à nouveau, ça date progressivement de 10, 20, 30, 40 ans, et ça permet un petit peu de faire le ménage dans des pratiques qui n'étaient pas toujours très saines. On a dit que le RGPD ciblait essentiellement ce qu'on appelle les GAFA, moi j'appelle ça les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais il y a aussi des entreprises franco-françaises sur le sol français qui sont soumises au droit français, qui sont des mini-GAFA à leur façon et qui, pour reprendre le terme de tout à l'heure, qui manquent de respect vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des collaborateurs. Depuis quelques années, je crois que c'était Maître Alain Bensoussan qui avait défendu ça il y a très longtemps, il existe un espace privatif sur le lieu de travail, sur le poste de travail, avec tact de mesure, à condition de ne pas exagérer. Et ce qu'apporte le RGPD, le succès du RGPD, c'est que toute petite personne individuelle peut faire valoir ses droits face aux grands qui manipulent les données. Les collectes d'informations sur les voitures connectées, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui va les manipuler? Quel big data on va faire? Pour peu que ce soit une société qui soit de service public ou d'intérêt public, il y a l'open data en plus. Donc il va falloir mettre sur la place publique des données qui sont à caractère personnel. Toutes ces choses-là, on peut s'en protéger en disant RGPD, j'ai un certain nombre de droits qui existaient avant avec la loi informatique et liberté 1 de 1978, la loi informatique et liberté 2 de 2004. Ce sont des droits, à part un ou deux, qui étaient déjà existants. Droit d'accès, droit d'information, droit de rectification, droit à l'effacement, entre guillemets, droit à l'oubli. Le seul vrai nouveau droit, à ma connaissance, c'est plutôt le droit à la portabilité. J'ai des données chez un assureur, je les prends et je veux pouvoir les transporter pour aller me fournir à la crèmerie d'en face. Ça existe pour les GSM, ça existe pour l'assurance auto, etc. Mais ça n'existait pas pour tout type de données. Je ne suis pas content de Decathlon, je vais chez Intersport. On pourra appliquer ça. C'est pour moi un des principaux points nouveaux du RGPD, c'est que les petites personnes peuvent faire valoir leurs droits électroniques grâce à ce gros RGPD.
Et puis on l'a vu tout à l'heure avec Clément Sauttez, il y a donc cette nouvelle loi de Informatique et Liberté 3, parue en juin. Donc on a vu un aspect un peu juridique et théorique, et d'un point de vue purement pratique. Quelques mots là-dessus. Vous l'avez cité en introduction, moi je suis délégué à la protection des données, j'ai tendance à dire délégué à la protection des données personnelles, DPDP, DPO en anglais, externe pour le compte d'une entreprise qui a la chance de cumuler les trois bulles. Sécurité, security, safety, etc. Et l'essentiel de mon travail, qui consiste à être en conformité avec le droit, se repose essentiellement sur le RGPD, parce que, comme l'a dit Madame Scotez, la loi Informatique et Liberté 3 du 20 juin dernier n'est juste qu'une adaptation d'une cinquantaine de points qui étaient laissés au libre arbitre de chaque État. Mais l'essentiel de la loi Informatique et Liberté maintenant repose sur le RGPD. Contrairement à il y a quelques années, où le prédécesseur du RGPD n'était pas un règlement européen, mais une directive européenne, donc non pas d'adoption immédiate comme le RGPD, mais de transposition. Il se trouve que la France étant meilleure élève de la classe européenne, cette directive européenne de 1995, pour laquelle on avait 3 ans pour la transformer en droit français, 1998, on l'a transformée en 2004, c'est-à-dire 6 ans de plus que le délai normal. Là, le RGPD est paru en 2016 et en 2018, il était applicable avant même la loi Informatique et Liberté 3, qui a juste interprété un certain nombre de points d'interprétation qui étaient laissés au libre arbitre de chaque État. Et comme ça commence à être le 3e retoilettage majeur de la loi, il a été décidé qu'elle soit totalement refondue, je parle sous votre contrôle, à travers un dispositif qui est actuellement courant, c'est-à-dire des ordonnances. Donc d'ici à moins de 6 mois, on devrait avoir une loi Informatique et Liberté franco-française, mais européenne, entièrement retoilettée. Alors avant de refaire un dernier tour de table pour un mot de conclusion à chacun, que je vous demanderai assez bref, une dernière question où je vous interpelle plus précisément, Gilles Trouessin, puisque aujourd'hui le nouveau terme à la mode, c'est quand même la cyberattaque, la cybersécurité, voilà. Terme que vous considérez un peu rétrograde, m'avez-vous dit. Je suis de formation mathématique, mais j'adore les mots. Peut-être certains se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Pour moi, la cybersécurité, ça nous ramène à l'informatique, aux cybernautes, à chapeau melon et bottes de cuir. Pour moi, l'avenir, c'est plutôt la sécurité de l'information en général. L'information numérique, électronique, digitale, c'est pas français, mais certains disent l'information digitalisée. Ce qu'on est en train de se dire, si c'est dans l'intimité, ça fait partie de la protection de la vie privée et de l'information, ce qui est numérisé, ce qui est encore en archive papier, alors que cybersécurité, cyberdéfense, cyberattaque, ce sont des termes à la mode par rapport à la cyberdéfense de l'État français, mais qui sont, à mon avis, un peu trop circonscrits à l'informatique et au réseau informatique. C'est juste une coquetterie de ma part. Allez, on va faire un dernier tour de table pour un mot de conclusion à chacun. Michel Leclerc, si vous aviez peut-être un message à faire passer aux entreprises qui nous écoutent et qui sont là sur toutes ces questions qu'on vient d'aborder, qui sont parfois peut-être un peu techniques, un petit peu opaques, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, je dirais qu'il faut démystifier la règle juridique. Et l'exercice qui a été conduit par Mme Scotez et M. Trouessin le montre. Derrière des mots extrêmement grandiloquents, montés en épingle et au mois de mai dernier un peu générateurs d'hystérie collective, vous avez en fait simplement la formalisation de règles et de bonnes pratiques. Et avec la CNIL en plus, sans vouloir faire de la démagogie, on a une d'expérience, j'ai pratiqué diverses autorités, on a une autorité qui est aujourd'hui dans une logique de pédagogie, et donc ce sujet des données, il est extrêmement sérieux, mais la logique de sanction n'est pas celle qui, à ma connaissance, a été choisie par la CNIL pour le moment. Et donc on est après l'entrée en vigueur du RGPD aujourd'hui, mais on a encore le temps, si on le fait bien et de manière efficace, pour être en conformité avant de se faire, détruire par le niveau de sanctions délirant dont on parlait lorsque le RGPD est entré en vigueur, parce que les sanctions peuvent être très élevées. Donc je dirais qu'il faut démystifier la règle sanctionnatoire. On n'est pas aux États-Unis où il existe les dommages et intérêts punitifs et des sanctions de centaines de millions de dollars. Si on prend la règle de droit de manière raisonnable, on peut en faire un actif pour son entreprise et on peut gagner des avantages compétitifs. Et en tout cas, c'est ça la logique qui est la mienne. Clément Sauttez, vous êtes d'accord avec Michel Leclerc ? Il faut démystifier, dédramatiser tout ça ?
Oui, finalement, c'est tout l'objet du RGPD. Je vous invite à le lire. C'est pas forcément une lecture avant d'aller se coucher, quoique. Mais vraiment, les termes qui sont utilisés dans le RGPD sont des termes de bon sens. On parle de pertinence, on parle de droit des personnes, etc. Donc là où je veux en venir, c'est que finalement, le RGPD a permis à des secteurs entiers de comprendre la valeur de l'information, peut-être aller chercher quelle était la nature des informations dont ils disposaient déjà, là où avant on assistait à une forme d'apathie face aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, etc. Là, il y a finalement un mouvement qui est poussé, pour lequel la législation est moteur, qui pousse les entreprises à savoir ce qu'elles ont, comment est-ce qu'elles peuvent l'exploiter et comment est-ce qu'elles peuvent protéger cet actif informationnel. Donc ça, c'est ma première conclusion et finalement, ça va dans votre sens. La règle de droit, finalement, est plus un moteur pour vous aider à mieux comprendre votre actif. Et la deuxième chose se situera plus sur vous en tant que personne concernée. Et c'est aussi une chose qui permet de démystifier la règle de droit. Ce que je vous inviterai à faire, c'est à exercer vos droits au maximum. Faites le test auprès de votre opérateur de télécommunication, opérateur de téléphonie, auprès de, je ne sais pas, votre gestionnaire de carte de fidélité. Faites le test. Voyez ce qui ressort de ces demandes d'accès, d'opposition, etc. Et ça permet ensuite de prendre conscience de ce qu'on a chez soi. Et de prendre conscience aussi du sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on s'aperçoit qu'un acteur a un historique de 10 ans d'achat en ligne, par exemple. Et ça permet une prise de conscience qui généralement est bénéfique dans la gestion d'ensemble d'une entreprise, notamment par rapport aux données des salariés. Gilles Trouessin, c'est ça, exercer vos droits, on peut conclure là-dessus, effectivement, oui. J'irai dans le même sens. Je citais le droit d'accès, le droit de correction, de rectification. Si on prend les 8 ou 10 droits qui sont dans le RGPD, c'est l'anagramme de parolier, P-A-R-O-L-I-E-R, ils y sont tous. Et paradoxalement, on peut croire que c'est très contraignant pour qui n'est pas très à la page par rapport au RGPD ou à la loi informatique et liberté, mais paradoxalement, sans faire une démonstration tirée par les cheveux, je pense que c'est une formidable opportunité pour avoir un nouvel avantage concurrentiel, parce qu'à travers ce genre de choses, comme c'est recommandé dans le RGPD, on peut se permettre d'avoir des énormes bases de données sur les comportements, les attitudes des personnes, mais en version non plus anonymisée, maintenant on dit pseudonymisée. On sait que c'est toujours la même personne, qu'on suit d'épisode en épisode, mais on ne saura jamais retrouver qui c'est. On tombe dans du big data qui peut vous servir pour vos activités dans vos métiers de demain, et on reste quand même respectueux des données et des personnes qui sont concernées. Donc moi j'ai envie, en guise de conclusion, avec ces mines d'informations, on a des confidences anonymisées, mais on n'a pas de confidence sans confiance. Je l'ai noté pour ne pas me tromper. Pas de confiance sans transparence. La transparence, c'est un des termes du RGPD. Pas de transparence sans loyauté, c'est un des termes du RGPD. Et pas de loyauté sans licéité, c'est un autre des termes du RGPD. Donc c'est, espérons, un cercle vertueux, mais qui peut être rentable pour se projeter sur les métiers du transport, du e-transport de demain. Merci à tous les trois, merci madame, merci messieurs pour votre expertise et vos interventions, on peut les applaudir et les remercier. Vos interventions enrichissantes, synthétiques, intelligentes et lumineuses. Il est temps de passer à la séquence de clôture de notre journée. On a eu une bonne journée, bien chargée, un programme dense. J'espère que vous êtes régalés. Moi, je me suis régalée en tous les cas. Je vous demande d'accueillir votre présidente, Aline Mesplès, s'il vous plaît, présidente de l'OTRE, pour la conclusion de notre journée.